Bienvenue dans Brise. Je m'appelle Claudia Rendivillo, votre hôte, et ici, on décrypte, dédramatise, on parle haut et fort et sans tabou de santé mentale au travail. Chaque mois, vous retrouverez des personnes parlant de leur vécu de la santé mentale, des professionnels du monde de la santé, et enfin, des dirigeants et autres acteurs du monde du travail. Ici, on parle de santé mentale au travail et on vous montre que ça marche. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Brise qui a pour sujet santé mentale et management. Cette fois-ci, on accueille Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Claudia. Bonjour et merci en tout cas de prendre ce temps avec nous pour discuter de ces sujets qui sont essentiels. Donc avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer en quelques mots ton parcours ? Avec plaisir. Question, pas si facile que ça. Je vais essayer d'être concise. Donc je m'appelle Chloé, j'ai 35 ans, je vis, dans la région lilloise et j'ai un parcours tout simplement de 10 ans dans la, conformité, c'est-à-dire dans le fait, d'aider les entreprises à respecter les réglementations et mes 2 spécialités, phares sont l'anticorruption, un terme un peu barbare, mais voilà, ça existe et également le devoir de vigilance, c'est-à-dire le management des risques humains et environnementaux. Et voilà, j'ai beaucoup évolué entre la France et l'Allemagne puisque j'ai un double diplôme et un double cursus, franco-allemand, qui m'a permis, justement de prendre beaucoup de plaisir, en étant entre 2 cultures et entre 2 pays. Et puis, voilà, retour plus à mon parcours professionnel. À un moment donné, surtout, voilà, on va dire, récemment lors de mon dernier poste, j'ai découvert la souffrance, au travail. D'accord, merci en tout cas pour cette présentation concise. C'est effectivement pas un exercice facile, donc merci pour ça. Et justement, ça me permet du coup, ce que tu mentionnes à l'instant, la souffrance au travail, ça me permet de rebondir sur, justement, quels sont les signaux faibles que toi tu as pu repérer ou que tu t'es aperçu finalement a posteriori, et qui t'ont indiqué que tu, basculais dans une souffrance au travail? Alors, 3 signaux, déjà le premier, la dégradation, de la relation avec ma hiérarchie. Voilà, mais ça a été un élément, déclencheur, et ensuite, bien sûr, les autres signaux, ça a été plus, mon corps, qui a parlé. Donc comme on parle de santé, mentale et que c'est aussi le sujet de ce podcast, j'ai senti justement que je n'avais plus, cette énergie, cette joie en tout cas, d'être, devant mon poste de travail et qu'au contraire, les émotions, qui me traversaient pendant ma journée de travail, étaient toujours les mêmes, et étaient des émotions, plutôt néfaste, c'est-à-dire, la frustration, et la colère. Et puis ensuite un autre signal, il n'y a pas, que justement, le mental, je parlais du corps qui est notre maison et qui nous parle, et c'est vrai que j'ai mis, pas mal de temps à accepter justement, d'entendre, finalement, ces messages d'alerte. Ça a été des douleurs en fait chroniques, à la nuque, où j'ai vu, un kinésithérapeute pendant, plusieurs mois, sans aucune amélioration, et je me souviens encore de sa question, au début de notre séance. Voilà, «Madame, êtes-vous stressée?» Et je l'étais, et bien sûr à l'époque, j'ai répondu: «Non». Voilà, et j'ai mis du temps pour comprendre, et au moment où, j'ai pu me dire que j'étais stressée, j'ai pu comprendre, dire tous ces signaux-là, sont devenus beaucoup plus clairs pour moi. OK. Merci en tout cas de le dire et de le souligner, hein. C'est effectivement, ça souligne un peu, j'ai l'impression 2 choses. C'est qu'à la fois, ça montre à quel point le relationnel dans le travail est impactant, en fait, que finalement, là tu parlais de ta hiérarchie, mais ça peut aussi être le cas pour d'autres personnes qui nous écoutent, vis-à-vis de collègues, vis-à-vis, voilà, d'autres personnes avec qui on est en contact dans le travail. Ça peut être des clients. Et puis cette notion du corps, comme tu le dis, même si
on parle de santé mentale, finalement, en fait, on n'a qu'une seule santé et donc elle est à la fois physique et mentale et l'un ne va pas sans l'autre et il joue en tout cas il y a des interactions entre les 2 qui sont très, très importantes. Hem et justement ces signaux faibles, si je me trompe pas, en fait, ils sont apparus, progressivement sur plusieurs mois, hein, c'est bien ça? Alors, c'est pas sur plusieurs mois, on parle carrément d'années. En fait, justement, la temporalité est importante et dans mon témoignage, moi, j'ai vraiment, voilà, envie, d'aider et aussi de faire comprendre que, ça prend du temps. Déjà, ça prend du temps, bah, justement de se rendre compte des choses et aussi, bien sûr, pour se réparer. Mais voilà, d'avoir conscience de cette temporalité-là, c'est important, et donc moi, ça a commencé, voilà, on va dire, ça a mis 1 an, et il y a eu forcément, bah, des jalons, on va dire, forts. Il y a eu un jalon fort à un moment donné où, lors d'un entretien, pareil, donc avec ma hiérarchie, j'étais en situation d'épuisement professionnel puisque je me suis mise à pleurer lors de cet entretien. Je précise que ça m'était, jamais arrivé et pareil, je n'ai pas compris pourquoi je pleurais. Je l'ai mis sur le coup de l'émotivité. Et c'était pas le cas et aussi surtout, j'avais une charge de travail très importante pendant tout l'été, où je considérais sur le moment et aussi maintenant, d'autant plus a posteriori que je n'avais pas reçu, d'aide suffisante justement pour pouvoir gérer cette charge de travail. Hem Et forcément, et ben, mon corps, s'est exprimé, mais aussi, mon mental, et puis aussi, il y a eu un autre quand je parlais de la dégradation, voilà, de la relation, managériale qui est aussi très importante. C'est lorsqu'on passe finalement d'une situation de confiance à une situation de défiance et lors de cet entretien, voilà, j'ai un effet d'annonce où là je tombe, de ma chaise alors pourtant que je suis bien assise et le coup fait mal. Ben, à alimenter donc cet effet boule de neige, c'est-à-dire, bah, justement, les douleurs donc chroniques à la nuque, la colère, l'anxiété. La frustration et également ça s'est accompagné au fur et à mesure, je dormais de plus en plus mal, donc des insomnies et également chez moi, ça s'est traduit par une perte d'appétit, j'étais complètement nouée, j'avais vraiment beaucoup de mal, à manger avec plaisir, voilà, mon corps était, noué, on va dire, voilà, de la nuque, jusqu'à la gorge et même, j'imagine un peu de partout en général, et tout ça s'est installé, lentement, insidieusement, chez moi. D'accord. Ouais, donc on voit effectivement, hein, merci de le rappeler que voilà, c'est progressif et ça peut même aller jusque, à se chiffrer en années, hein, l'évolution de tous ces symptômes-là, comme tu l'as souligné. Hem et c'est vrai que finalement dans ce que je note, c'est que à la fois on a des éléments en fait dans ce que tu portes qui sont relatifs effectivement avec la relation avec la hiérarchie en fait. De ce que j'ai compris aussi, en fait, dans ce que tu m'as dit, hein, dans la préparation aussi de cet épisode, c'est qu'il y avait aussi, un manque de reconnaissance, en fait, un sentiment d'injustice aussi par rapport à ce qui a été dit, de ce qui a été réellement fait. Et donc, tout ça ont fait que, bah, ça a eu des impacts, tu l'as très bien souligné, physiques, et ça a dépassé finalement le cadre de travail pour envahir finalement ta sphère, j'allais dire, corporelle, hein, comme tu l'as très bien souligné, et aussi personnelle finalement, puisque bah, comme tu soulignais, il y avait cet aspect bah, où tu perds de l'appétit, le sommeil, enfin voilà, des éléments qui sont clés pourtant pour bah, qu'on puisse bien fonctionner en tant qu'être humain déjà dans notre vie quotidienne, mais aussi au travail. Et je rebondis d'ailleurs sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait aussi que bah, on puisse éprouver du plaisir dans le fait d'aller travailler, puisque c'est quand même un champ de notre vie où on peut trouver de l'épanouissement. On peut se réaliser aussi à travers le travail. Donc finalement, tous ces éléments ont beaucoup joué. Donc merci de l'avoir souligné. Euh, et justement, par rapport à ces signaux faibles, voilà, qui sont venus effectivement bah, attaquer, je dirais, tes ressources en fait, jusqu'à bah, les épuiser. Hein, c'est pas pour rien qu'on parle d'épuisement professionnel. Qu'est-ce qui, en parallèle de ça, a pu te faire tenir si longtemps? Alors je suis, coriace, c'est justement on a je le dis souvent, voilà, à mes amis, mais également on va dire,
personnes, que j'ai pu, manager parce que c'est quelque chose de très important. On a en fait, le défaut de ses qualités. Donc comme je suis quelqu'un de coriace et aussi je suis quelqu'un de courageux et ben, je me suis accrochée. Je me suis dit, «Encaisse, tais-toi et ça va passer» et bien sûr, c'est pas du tout la bonne, attitude, à avoir, mais ça m'a aidée à encaisser. Il y a déjà, voilà, ce trait de caractère et cette force naturelle, je tiens à le souligner, c'est une force, voilà, c'est un travail à faire, avec soi-même pour justement savoir identifier ces forces-là et ça, je sais que chez moi, c'est présent et d'ailleurs ça m'aide beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé dans mon métier de compliance officer parce qu'il faut être coriace, il faut être courageux. On vient souvent avec des mauvaises nouvelles, on parle souvent de risques, on met souvent parfois un peu des voilà, des bâtons dans les roues, au top management sur des projets parce qu'on va leur dire, «N'oubliez pas à côté, voilà, les risques qui peuvent y avoir derrière» et donc ce qui m'a aussi, beaucoup aidée, moi, c'est finalement, la dynamique, d'équipe, et surtout, la relation, que j'avais, à l'époque, avec ma manager, mon équipe. Voilà, j'avais vraiment envie de donner beaucoup à mon équipe, j'avais envie de protéger mon équipe et donc ça m'a fait tenir puisque finalement c'est vrai que je me suis un peu oubliée dans tout ça. J'ai voulu protéger mon équipe, mais je ne me suis pas protégée et un dernier aspect, ça a été, également le sport à outrance, justement pour bloquer, l'introspection et l'analyse, et je me suis lancée donc, dans un marathon, le marathon de Paris, et bien sûr, ça a été 3 mois d'entraînement et donc pendant cette phase-là, d'entraînement intensif, j'ai coupé. J'ai tout coupé et justement, je me suis donné comme seul objectif le marathon et ça m'a permis de faire, comment dire, table rase finalement de mon mal-être, au travail. Mais bien sûr, c'était absolument pas productif puisqu'une fois que le marathon, s'est arrêté, bien sûr, tout est revenu, en effet boomerang et surtout en effet, décuplé. Mmh. Ouais, donc effectivement, là encore, on retrouve l'aspect social, j'insiste dessus, mais effectivement le côté relationnel avec ton équipe, ta collaboratrice et puis l'aspect physique et effectivement où toi, visiblement, c'était peut-être quelque chose aussi le sport, d'important pour toi, même avant de faire ce marathon? Tout à fait. Alors le sport, ça a toujours été mon moteur et ça reste mon moteur aujourd'hui, mais justement, il faut pas avoir le défaut de ses qualités ou le travers de quelque chose qu'on aime, c'est-à-dire de le faire à outrance et là, c'était clairement devenu, justement, comment dire? Une utilisation, beaucoup trop poussée, du sport, mais le sport, c'est quelque chose qui m'habite, voilà, j'aime en faire, que ce soit la course à pied, le vélo, le yoga, la nage. Pour moi, ça me permet justement, de mieux accueillir mes émotions, mais lorsque je le fais, à un rythme, bien espacé, veut dire en tout cas pas avec des entraînements, comme ça, obligatoires sur, 3 mois intensifs. Je me laisse souvent moi du temps, d'une séance à une autre et puis surtout, j'ai souvent, pas d'objectif. Je suis pas du tout quelqu'un qui est motivé par le sport, pour faire des objectifs pour, en tout cas, faire des compétitions. C'est vraiment au contraire, un moment de plaisir, un moment où justement, j'essaye de me connecter à moi-même et j'avais perdu en fait cette connexion avec moi-même lorsque je faisais mon sport. Ouais, d'accord. Ouais, effectivement, donc c'est devenu finalement le sport un refuge, là où c'était déjà quelque chose qui te portait, en fait, tu t'es ouais, j'ai l'impression que tu t'es un peu réfugié quand tu parles de sport à outrance, c'est un peu ce que ça m'évoque C'est ça. ouais, c'est effectivement ça. C'est, parfois, ce qui peut être une ressource pour nous, à d'autres moments, si on y va un peu trop dans l'extrême, comme tu dis, ça peut être délétère pour soi, quoi. Ouais, merci de le souligner et d'ailleurs, je reviens sur ce que tu me disais à l'instant sur la dynamique avec ton équipe et en particulier avec une relation, avec une de tes collaboratrices. Qu'est-ce qui justement dans, cet aspect-là te portait? C'est-à-dire, t'a fait tenir? C'est-à-dire que c'est je sais pas, hein, tu vas me le dire, mais en gros, c'était le fait de pouvoir, les aider à faire leur travail, qu'il y ait une bonne entente, une bonne ambiance dans l'équipe? Qu'est-ce qui t'a fait justement tenir en particulier, dans cette dynamique et ce relationnel-là avec tes équipes?
Ce qui m'a fait tenir, on va dire, c'est une alchimie déjà naturelle entre moi et cette personne. C'est-à-dire que voilà, ça fonctionnait entre nous. On avait du plaisir en tout cas à être ensemble. Moi, j'avais du plaisir à l'accompagner. Je crois qu'il faut le dire, j'ai eu cette chance-là. Dans le management, on ne choisit pas, toujours son équipe, et parfois voilà, le relationnel, peut être moins évident, avec certaines personnalités. Mais là, en tout cas, ça fonctionnait très bien. On a eu cette chance, mais aussi, le manager, son rôle, c'est, d'aller, au-delà, voilà, des difficultés des personnalités, de faire avec, la diversité donc de son équipe. Mais moi, c'était une toute petite équipe, donc voilà, j'ai pas eu cette difficulté, là. Et ce qui m'a fait tenir, c'est finalement de pouvoir donner à cette personne tout ce que en fait, je n'avais pas moi, avec ma hiérarchie. Donc j'ai comblé finalement c'est vrai, ce manque de reconnaissance, mais même, cet échec relationnel, par cette relation, où, finalement, j'ai donné, j'ai donné, ce dont j'aurais voulu en fait pouvoir bénéficier, avec d'autres personnes, c'est-à-dire, l'écoute, c'est-à-dire, la confiance, c'est-à-dire, savoir justement déléguer des tâches, c'est-à-dire également, savoir, préserver, l'équilibre également vie, professionnelle, vie personnelle, de mon équipe. Ça, c'était très important pour moi. Je voulais vraiment l'incarner et j'ai réussi à le faire puisque, à l'époque, j'ai accueilli donc une personne qui venait d'être jeune maman et je crois que c'est le cas pour beaucoup justement de jeunes mamans. Je sentais bien, voilà, qu'elle avait, ce souci, de vouloir absolument, être présente, mais en même temps de se sentir parfois, séparée avec ce qui se passait à la maison et justement, voilà, il y a des moments parfois, surtout lorsqu'on est jeune maman et que son enfant en bas âge tombe malade, et ben, on ne peut pas être sur tous les sujets et c'était de lui dire, «Il y a pas de souci, voilà, organise-toi, il y a des moments, tu seras absente, mais il y a d'autres moments, tu seras présente et tu pourras également justement, faire ton travail. Mais il y a des moments, il faut savoir couper et la priorité, ce sera pas le travail, ce sera autre chose». Et je suis fière d'avoir eu ce discours-là en tant que manager et c'est un discours que j'entends encore trop peu, et justement qui pousse à l'épuisement professionnel. Il faut parler de vie personnelle, de vie professionnelle. Les 2 sont intriqués. Il faut arrêter uniquement de parler voilà, que du travail, au bureau. Bien sûr qu'on est là pour travailler, mais on est également un être humain avec, sa vie personnelle et cette vie personnelle, elle ne s'arrête pas au moment, en fait, voilà, où on est devant son poste de travail. Oui, merci de passer ce message aussi parce que je pense que quand on parle de souffrance au travail aujourd'hui, et comme tu l'as très bien souligné à l'instant, c'est un discours qu'on entend encore peu et voilà, il y a, un discours, je dirais, majoritaire, qui se fait encore aujourd'hui, sur le fait de, tout donner à son travail, de faire du présentéisme, hein. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, à travers un autre épisode peut-être, mais voilà, en tout cas en France, c'est assez présent, donc merci en tout cas de le souligner et de porter, et de montrer qu'on peut avoir aussi un autre discours en tant que manager et au contraire, justement porter ses équipes, et puis que ça peut marcher, voilà, tout simplement, que ça aide, de pouvoir avoir ce discours-là, tout simplement parce qu'on est humain et comme tu le soulignes, on est à la fois, nos vies perso et professionnelles sont fortement intriquées. Donc ça sert à rien effectivement de passer, à côté ou de faire semblant en tout cas que ça n'a pas d'impact. Tout à fait. Comment tu t'es rendu compte que tu avais besoin d'aide? Alors c'est une très bonne, question. Je crois que justement, cet effet boule de neige n'a fait, que, s'accentuer. Donc au bout d'un moment, j'étais un peu devant le pied du mur. Je ne pouvais quand même, voilà, pas voir que je dormais mal puisque je dormais mal, et j'en parlais également, à mon compagnon. Il voyait bien aussi que mon état quand même se dégradait. Quand je rentrais, de ma journée de travail, ce que je racontais, c'était toujours de la frustration ou de la colère. Donc ça aussi, je me rendais bien compte, c'était pas des énergies qui me traversaient avant. Et puis, on va dire qu'il y a eu vraiment aussi, un autre, élément. J'ai essayé, de dire les choses puisque je sentais que j'allais arriver vers une voie sans issue et donc, j'ai demandé d'avoir un entretien, avec, ma hiérarchie, et là donc, on va dire que cet entretien m'a peut-être, apporté,
finalement, est quelque chose qui était devant mes yeux, mais que je n'arrivais pas à voir. C'est-à-dire que je ne pouvais plus et je ne voulais plus, en fait, travailler avec ces personnes parce que les critères de réussite, les critères de performance, n'étaient pas en adéquation avec mes valeurs et surtout n'étaient pas en adéquation avec le discours que moi, je pouvais avoir, justement par rapport à cet équilibre nécessaire et sain, vie personnelle et professionnelle. Et là, ça a été un élément déclencheur. J'ai même pas essayé de répondre, c'était tellement gros et là, je me suis dit: «Non, voilà, non, je ne veux pas de ça dans ma vie et non, je ne veux plus donc travailler dans ces conditions-là et surtout avec ces gens-là, qui donc en fait, finalement, notent ma performance sur des critères, mais qui sont, voilà, pour moi, pas compatibles, avec, une santé donc mentale et physique». Et là, j'ai dit: «Non». J'ai dit: «Non, sauve-toi». Et justement, j'ai enfin, accepté, de m'aider et surtout d'aller en parler à mon médecin, généraliste et ça a été une rencontre, aussi, très importante puisque c'était la première fois que je parlais, d'anxiété, et d'épuisement, de fatigue et de mal-être et de souffrance avec, mon médecin généraliste. Mmh. Oui et justement, c'est cette rencontre-là après qui t'a, permis, finalement de si j'ai bien retenu, hein, nos échanges en préparation de cet épisode, qui t'a permis justement d'aller vers l'arrêt maladie? C'est bien ça? Tout à fait. On va dire que c'est vraiment grâce à mon médecin, généraliste que j'ai pu prendre soin de moi puisqu'il m'a pas laissé le choix. Il m'a mis en arrêt maladie et ça a été tout simplement, libérateur, pour moi. Il fallait que je puisse, ne pas revenir sur mon lieu de travail, en tout cas, pendant un certain moment, pour justement commencer ce travail, de d'acceptation, de mon état. Oui, j'étais malade, sortir du déni et ensuite, comment faire, pour, également, sortir de la maladie, c'est-à-dire sortir, de cet épuisement, mental, et physique et retrouver le goût, l'énergie, hem, voilà parce que, quand on a perdu le goût, c'est voilà, c'est pas magique, en tout cas, c'est pas simple, de le retrouver. Ça demande, un travail en tout cas, approfondi et d'introspection. Mmh. Oui, donc on voit ici que l'arrêt maladie, hein, enfin, il y a un réel intérêt, hein, et puis heureusement que ton médecin généraliste a su voir justement tous les signaux finalement que tu as pu lui rapporter et que tu aies pu aussi exprimer, parce que c'est pas toujours facile d'aller voir son médecin, y compris généraliste ou son médecin traitant, et lui confier aussi toutes les difficultés qu'on rencontre et puis les symptômes. Voilà, c'est peut-être aussi parfois plus facile pour certaines personnes en tout cas, hein, mais de parler de difficultés ou de souffrances physiques que de souffrances plus psychiques. Donc en tout cas, c'est super que toi, tu aies pu en fait faire ce geste-là et que lui, ait pu saisir tout ça et donc te protéger aussi. Et te préserver afin que tu puisses reconstruire et retrouver tes ressources à travers cet arrêt maladie. Et justement, durant cette phase justement d'arrêt, donc où tu as pu justement être en dehors du travail, hem, qu'est-ce qui éventuellement, t'a aidé et ne t'a pas aidé, à travers cette période-là? Alors, ce qui m'a aidée, c'est le repos. Faut voilà, c'est le meilleur des médicaments, d'ailleurs, voilà, c'est avant de penser à médicaments chimiques, pensons plutôt à médicaments naturels et donc en médicaments naturels, vraiment le repos, c'est capital. Par contre, le repos, ça fait cogiter, c'est-à-dire qu'on a enfin du temps et justement, enfin, on peut voir aussi un peu dans l'état dans lequel on est et donc forcément, ça fait mal de se voir dans cet état. C'est pas simple, hein et surtout, on se sent submergé, par des vagues émotionnelles qui sont parfois contradictoires. C'est-à-dire qu'on est soulagé, donc ça, on éprouve de la joie et à côté, on est complètement, flippé à l'idée de se dire: «Mais mon arrêt maladie, va prendre fin, va falloir que j'y retourne». Et ça, ça a été un vrai stress, en fait, les épées Damoclès à chaque fois qu'il y avait, finalement l'échéance de la fin de mon arrêt, de retourner aller voir mon médecin généraliste pour lui en parler. À côté de ça, j'avais également et j'invite vraiment, voilà, les personnes qui se sentent, qui arrivent en tout cas,
à sentir ces signes d'épuisement ou de mal-être, d'aller justement, se faire aider par des personnes, donc externes, compétentes, et voilà et de pas hésiter justement à frapper, des différentes portes. Donc moi je suis également allée, frapper à la porte de la sophrologie, parce que je n'étais pas prête à aller voir un psychologue ou un psychiatre, voilà, ça c'était des mots qui me faisaient peur, aujourd'hui beaucoup moins, mais voilà et donc je me suis dit: «Je suis pas prête pour ça, par contre je suis prête d'aller voir une sophrologue» et la sophrologie m'a beaucoup aidée, c'est-à-dire travailler justement, bah, sur ma respiration, apprendre qu'est-ce que le stress justement négatif, qu'est-ce que le stress, positif, et me reconnecter donc finalement, à moi. Mais il y a eu des séances qui m'ont également, bah, beaucoup, on va dire, déstabilisée, ou lorsqu'on me posait la question de qui j'étais, bah, je ne savais plus, justement, la personne que j'étais parce que je n'aimais plus la personne que j'étais devenue. C'est-à-dire justement, bah, une personne dans la souffrance, une personne repliée, une personne isolée. Donc voilà, c'est on a toujours un peu le contre-coup des bénéfices, bah, du repos et des aussi des bénéfices du travail introspectif qu'on fait et mon message, accueillez votre souffrance aussi avec bienveillance. Parce que justement les réglages, ils se font pas du jour au lendemain et c'est normal, bah, de voilà, d'éprouver, de la tristesse, hein, de se voir dans l'état dans lequel on peut être. Et cette tristesse, bah, elle doit pas justement nous définir, on peut la transcender et souvent après la tristesse et ben, après la pluie, on va dire, il y a le beau temps et moi j'ai retrouvé justement la joie. Mais je suis passée par plein, voilà, de couleurs, différentes et donc hem, ça c'est important de le souligner et peut-être aussi, la une dernière chose qui n'aide pas, mais moi je l'ai vu, le je suis retournée donc en fait sur mon lieu de travail. En tout cas, pour rendre, mes affaires et récupérer également mes affaires personnelles et j'avoue qu'il y a quelque chose qui m'a pas du tout, en tout cas, aidée et j'aimerais le souligner pour aussi, des collègues, qui, voilà, seront en situation de se séparer de personnes qui vont quitter l'entreprise et qui sont au courant, voilà, que, il y a eu des difficultés et de la souffrance, c'est d'éviter le regard de pitié. C'est vraiment quelque chose dont on n'a pas besoin. J'ai pu le lire, alors heureusement pas dans, voilà, tous les regards de mes collègues, mais en tout cas, chez certaines personnes et ça, c'est très blessant et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de la pitié de personne, j'avais même pas de pitié pour moi-même. On a besoin, voilà, juste de pouvoir se dire au revoir parce que c'était ce moment-là. Moi, je n'allais pas revenir dans l'entreprise. Et donc j'inviterais, voilà, j'inviterais à cette prise de conscience. Oui, merci, en tout cas pour ce message, c'est important aussi de le faire passer. En fait, de la même manière, hein, finalement, si on fait une comparaison, simpliste, avec les maladies physiques, c'est-à-dire que, bah, de la même manière, quand on va pas bien, psychologiquement, et bien, en fait, comme on n'a pas besoin de pitié, voilà, quand on a une maladie physique, on a plutôt besoin de soutien, bah, là, ça s'applique aussi. Donc merci en tout cas de le poser là, puisque je pense que c'est encore des choses qui ont du mal, en tout cas à être passées comme message. Hem, donc effectivement, tu as dit plusieurs choses sur le repos, voilà et puis surtout ce que j'ai apprécié dans ce que tu racontes, c'est, le fait de dire que, bah, le repos à la fois ça c'est nécessaire, ça donne de l'espace finalement, pour la suite, en fait pour, bah, se poser, se préserver, recharger ses batteries et puis, bah, pour laisser l'espace aussi, une nécessaire introspection aussi. Quels que soient les moyens qu'on choisit effectivement, toi effectivement ce qui t'a convenu c'était la sophrologie en complément en fait avec ton suivi, avec ton médecin généraliste. Mais effectivement dans ce que tu disais aussi, c'est que c'est pas confortable en fait. Et ça je pense que c'est important de le rappeler parce qu'on pense on peut penser, on peut avoir tendance à penser en tout cas que, bah, l'arrêt maladie, le repos, se faire accompagner et bah, comme tu disais, et puis le fait d'aller mieux, ça va se faire aller en quelques jours ou, quelques semaines et voilà, ça va se faire un peu d'un coup de baguette magique, mais non, ça gratte en fait, ça titille, ça vient nous chercher sur des choses en fait qu'on a laissé de côté depuis parfois pas mal de temps. Et il faut avoir conscience que bah c'est pas toujours confortable, mais comme tu l'as très bien souligné et c'est important de le rappeler, accepter plus vite on accepte finalement son état de vulnérabilité,
plus vite, en fait, on se donne des chances finalement d'aller vers son rétablissement et de plonger, si c'est nécessaire, de plonger un petit peu en soi et de voir un peu ce qu'il y a à travailler pour aller mieux finalement et aller vers une vie personnelle et professionnelle qui nous conviennent mieux. Donc je te remercie vraiment pour avoir passé ce message qui est très très important. Et d'ailleurs, à ce titre-là, j'avais envie de te poser la question de bah, justement ce temps du repos, ce temps de l'arrêt maladie, bah, qu'est-ce qui t'a permis aussi de réaliser, de conscientiser? Alors, ce qui m'a permis de conscientiser, déjà, c'est donc, la méditation, le yoga. J'ai voilà, c'est des activités où, en fait, on n'est pas justement, comment dire, dans 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 l'épuisement de son corps. Au contraire, on est dans l'accueil de ses émotions, de ses énergies, c'est quelque chose aussi qui est doux, je parle vraiment de yoga, je parle pas de stretching puisque c'est pas tout à fait, la même chose, voilà et ça aide beaucoup. La lecture, moi j'avais complètement en fait, je ne savais plus qu'est-ce que c'était que de lire. J'avais plus de place dans mon cerveau. J'avais l'impression que mon cerveau, c'était comme une sorte de cocotte minute. Il y avait de la fumée de partout et je n'arrivais pas justement à ressoucer mon cerveau. Donc finalement, pareil, la lecture, moi j'ai lu beaucoup de livres sur le développement personnel qui m'ont fait, beaucoup de bien. Ça m'a permis justement d'accélérer en fait finalement ce travail, d'introspection, d'accueillir mes émotions, de mettre des mots. Hem, Tout ce qui est également l'écriture, c'est-à-dire que je me suis mise, voilà, à écrire, chaque jour et bah, justement mon état émotionnel, la gratitude. On en parle beaucoup, on a l'impression que c'est un thème à la mode. Non, heu, avoir en fait, ça veut dire savoir éprouver de la gratitude dans sa vie, c'est une vraie force et justement, c'est finalement un apprentissage et moi, j'ai appris à le faire au moment où finalement j'étais dans une forme de noirceur dans ma vie, donc j'avais l'impression d'être au fond d'un tunnel et j'avais beaucoup de peine en fait à éprouver de la gratitude et en faisant ce travail et ben, même si ma gratitude s'était limitée, au début à, boire un bon thé ou par exemple, que la journée était belle parce que le soleil, voilà, était présent et ben, c'était mieux que rien et puis au bout d'un moment, bah, j'ai pu étoffer tout ça et la gratitude, elle a pu en fait remonter jusqu'à moi et je crois que ça, c'est vraiment un travail, très important, à faire et puis, parler, j'ai commencé aussi à me libérer la parole autour de moi, voilà, parler à ses amis proches, à en parler à sa famille, à aussi, voilà, dire qu'on est, victime. On choisit pas, en fait, de tomber dans le burn-out, il faut pas oublier ça, je me souviens, j'aimerais le redire peut-être là, j'ai pu écouter une de tes interviews et j'ai beaucoup aimé. Tu avais cité, donc le psychologue Adrien Chignard: «Le burn-out est toujours l'expression individuelle d'un dysfonctionnement collectif». Je crois que cette phrase, elle devrait être, voilà, comment dire? Connue vraiment de tous parce que, lorsque je l'ai écoutée cette phrase et c'est grâce à toi, donc je t'en remercie Claudia, ça m'a fait beaucoup de bien en fait et je me suis pardonnée. Je crois que le pardon est très important. C'est se pardonner à soi. Parce que voilà, on est faillible, on est vulnérable et que finalement aussi, c'est changer le regard sur la vulnérabilité. Je trouve que en France, on a un vrai problème avec la vulnérabilité ou avec les émotions en général, heu et heu la vulnérabilité en fait, c'est une force. Voilà, et c'est en remettant en fait en ça, en remettant donc tous ces pièces du puzzle finalement, bah, sur une table, voilà, j'ai pu aussi, bah, relever, la tête, de l'eau et dernier point, le coaching, à ne pas passer aussi à côté. J'ai été aidée par une coach justement pour me sortir aussi de l'ornière, et c'est ce que je redis, accepter en fait l'aide des autres et c'est là aussi où je tiens à le dire, lorsqu'on voit qu'il y a aussi de la souffrance, au travail, j'aurais aimé qu'on me tende, la main, voilà, à un moment donné. Hem Et donc c'est aussi d'avoir la capacité, dans une organisation, bah, de parler de burn-out, d'avoir, juste ce geste humain. J'aurais aimé qu'on me tape sur l'épaule et qu'on me dise: «Chloé, je vois que ça va pas bien, parlons-en». Mmh. Oui, effectivement, en fait, merci pour la transition, puisque ça permet d'introduire, en fait, justement, bah, des notions que j'avais envie de te proposer ici, à savoir, bah, les conseils, en fait, les ressources que tu,
pourrais donner aux managers qui nous écoutent, en fait, derrière ce podcast? Voilà, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour à la fois se préserver eux, en tant que manager, mais puis en tant que personne aussi au passage, et aussi au travail. Qu'est-ce que eux peuvent essayer de mettre en œuvre pour éviter de se placer eux-mêmes dans une situation compliquée de souffrance au travail, ou alors aussi éventuellement de passer à côté de signaux que leur enverraient leurs collaborateurs. Bah, c'est le dialogue, c'est-à-dire déjà le dialogue avec soi. Tout commence avec soi. Je crois que c'est de rappeler que le manager, il a pas uniquement une responsabilité envers son équipe, il a une responsabilité envers soi-même et justement envers sa santé mentale et physique, donc de ne pas s'oublier. Comme ça, il pourra mieux justement reconnaître, bah, ses propres signaux, voilà, de mal-être. Et bien sûr, si on voit, voilà, qu'on a, une dégradation de la relation, justement avec son manager, bah, c'est pas, uniquement d'attendre que le manager finalement ait la capacité, d'en parler. Parfois le manager, il a pas la capacité d'en parler, et justement c'est ça le rôle du manager, c'est d'avoir cette capacité-là, bah, de voir l'angle mort et finalement de mettre les pieds dans le plat. Et donc bah, de d'inciter à ce dialogue et justement de mettre des mots, de dire: voilà, je constate, qu'on parle de moins en moins, qu'il y a une dégradation de notre relation, j'aimerais qu'on puisse en parler, est-ce que tu me rejoins sur ce constat? Est-ce que tu me rejoins pas?» Penser également à l'impact de ses décisions en tant que manager sur son équipe. Je En France comme ailleurs, on nous pousse en fait au carriérisme, à penser à sa carrière, finalement, donc à penser à son évolution en fait professionnelle avant finalement, l'évolution de son équipe. Je dirais que l'un doit pas aller sans l'autre, cette décision, moi, qui m'a fait tomber ma chaise où, j'ai appris que finalement que voilà, qu'une personne allait à qui j'avais demandé de faire, une formation se permettait de suivre en fait cette formation à ma place. Il faut se poser des questions en tant que manager, c'est justement, faut se mettre à la place de la personne qui va recevoir cette nouvelle et de se dire: «Mais c'est incohérent», voilà, pour mieux l'accompagner. Donc ça, c'est très important. J'inviterais vraiment tous les managers à se poser la question de l'impact de leurs décisions pour eux-mêmes, mais également pour les autres et puis de pas passer à travers un outil qui est très sain, et qu'on fait pas assez, en France. C'est plutôt un outil qui est utilisé dans les cultures anglo-saxonnes, c'est le coaching. Justement, de pas attendre, qu'on ait, une relation, tendue, avec son équipe ou même avec soi-même et donc de faire un coaching, sur les émotions, parce que, souvent, on laisse complètement de côté, l'intelligence, émotionnelle. Ça aussi, je pense que c'est un thème qui devrait être travaillé dans l'entreprise. La compétence du manager, c'est également une compétence d'intelligence justement émotionnelle, être en capacité de comprendre, justement ses émotions. Alors, son but, c'est de pas de les gérer, de toutes les accueillir, d'avoir une empathie débordante parce que sinon on se laisse bouffer. Mais, voilà, il faut être quand même en capacité, bah, justement de les reconnaître, ces émotions. C'est un GPS et justement derrière, on peut déclencher plus d'écoute, on peut déclencher, hem voilà, plein de mécanismes où on peut aussi se mettre un peu de retrait, voilà, demander de l'aide, par exemple, à ses RH. On peut demander, tiens, on devrait tous avoir une formation lorsqu'on est manager en risques psychosociaux et en burn-out et en harcèlement. Moi, c'est des choses que je n'ai pas eues. Voilà, ça, c'est très important. Mmh. Oui, merci de le souligner finalement en fait, et dans ce que tu dis aussi, il y a cette notion, importante pour distinguer l'empathie et la sympathie. C'est-à-dire que tu as très justement, rappelé que, en fait, se poser la question de l'impact de ses décisions sur à la fois sur soi, mais aussi ses équipes, ça pose la question finalement de se mettre dans une posture empathique, mais qui n'est pas, c'est-à-dire cette juste distance entre, je me projette, je me questionne sur: «Tiens, qu'est-ce que ça va faire à l'autre éventuellement?» Même si on n'est pas dans sa tête. On peut jamais savoir, précisément, voilà quel sera l'impact. Mais en tout cas, se poser la question, pour, simplement essayer de voir un peu, comment présenter peut-être les choses différemment, quels mots employer. Effectivement, comme tu l'as très bien souligné, on demande pas d'être en sympathie, c'est-à-dire, ressentir les émotions de l'autre, être vraiment dans la fusion, quelque chose, parce que sinon effectivement on s'en sort pas et même en tant que manager, bah, on est appelé à
prendre des décisions et qui parfois, ne plaisent pas à tout le monde. Mais en tout cas, on peut déjà faire ce premier pas, qui est, dans le dialogue avec l'autre et avec l'ensemble des équipes et chacun, au moins d'essayer de comprendre un peu le point de vue de l'autre et puis, d'accueillir aussi ce qui peut émerger sans forcément, se braquer ou imposer des choses, puisque c'est là où ça peut justement braquer les autres, parce que, en fait, tout un chacun, on n'aime pas se voir imposer des choses, hein, tout simplement, on n'aime pas être infantilisé, hein, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, je pense. Donc, c'est important aussi de le rappeler, voilà, cette différence de posture entre l'empathie et la sympathie. En tout cas, je voulais compléter, si tu me permets, par rapport à ce que tu viens d'évoquer. Tu as donné pas mal de billes finalement sur les conseils, les ressources que les managers pourraient mobiliser, les postures, on vient d'en parler. Mais quels conseils ou bonnes pratiques tu donnerais à des RH ou des dirigeants? Alors, tu tout à fait. Alors les dirigeants déjà, je crois que le conseil premier, c'est de s'intéresser à ce sujet, de s'intéresser au bien-être justement, de ses salariés. C'est un peu un sujet, à la mode, mais qu'on laisse, qu'en tout cas, et moi je suis passée par ça, j'ai pas, senti en tout cas, que l'entreprise, s'impliquait justement sur ces sujets. Donc c'est aussi lorsqu'on fait des sondages, il y avait plein de sondages sur le bien-être, mais derrière très peu d'actions. Donc c'est de s'intéresser à ces sujets et derrière d'avoir quand même justement, des vrais garde-fous, des plans d'action. Moi, je savais pas, dans mon, dans mon entreprise, à qui je pouvais, vraiment, parler, de mon mal-être. Donc c'est aussi désigner, par exemple, des personnes de confiance qu'on peut aller voir en dehors de son manager, pour parler de ces difficultés, là. Donc c'est de mettre en place, une procédure et derrière cette procédure également, un accompagnement des salariés, faire une campagne pour que ceux-ci soient sensibilisés et justement sachent qui sont pas seuls dans cette situation et qui peuvent justement, en parler. Ça peut être également un dispositif, dire le dispositif d'alerte normalement, pour les entreprises qui sont soumises sert, aussi à ça, donc c'est très important. Parfois, il y a une frilosité, je le sens moi de la part des RH qui est beaucoup travaillé sur les dispositifs d'alerte, mais voilà, prendre la température, du mal-être de ses salariés, c'est aussi œuvrer finalement, au bien-être, de l'entreprise. Donc je crois qu'il faut éteindre les craintes et au contraire, essayer de libérer, la parole, bien sûr, lorsqu'elle est constructive, elle est fiable, elle est dite, de bonne foi, et cetera. Donc et former, il faut dire, ma formation en management, à aucun moment donné, j'ai eu une formation, mais j'ai eu une formation sur la technique managériale. À aucun moment donné, on m'a parlé de harcèlement, à aucun moment donné, on m'a parlé de stress, à aucun moment donné, on m'a parlé de risques psychosociaux, à aucun moment donné, on m'a parlé de médecine du travail. Tout ça, c'est capital. On est manager ou on ne l'est pas, ou une organisation nous donne les moyens d'être manager ou ne donne pas les moyens d'être manager. Il faut le savoir, quand même rapidement dans son parcours de manager et ça, c'est aux dirigeants à faire en sorte à ce que ces managers justement soient formés, à ces sujets. Donc voilà, formation, sensibilisation, écoute et même, voilà, de laisser place à des initiatives, de créer, des débats, il y a aujourd'hui, il y a tout ce thème de l'intrapreneurship qui est très répandu, c'est aussi, d'avoir peut-être un salarié qui va être, passionné par ces sujets et qui va vouloir organiser, par exemple, des déjeuners ou je sais pas, un after work. Alors, bon, c'est des sujets qui sont, pas forcément légers, donc j'imagine que, ce sera pas dédié qu'à ça, mais en tout cas de parler, par exemple, de bien-être au travail en général et on peut en parler justement aussi dans la joie et dans la bonne humeur pour éviter d'arriver, à ce moment, qui est quand même, difficile, de l'épuisement, professionnel. Donc ça pour moi, c'est on va dire une roue, vertueuse, un cercle vertueux à mettre en place et l'engagement des dirigeants, entendre, dans la bouche au moins de son dirigeant, que le bien-être, voilà de mes salariés, m'importe, moi dirigeant, ça c'est très important. Mmh. Oui, merci en tout cas de passer ce message et c'est très important et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire sur justement, c'est possible de parler de ces sujets qui peuvent être lourds parfois, hein, la souffrance au travail, hein, on aimerait tous s'en passer, mais de manière aussi, j'allais dire ludique ou en tout cas accessible, simple et on peut aussi, en parler, à travers, comme tu disais, dans la bonne humeur. Enfin, après tout dépend, voilà, comment c'est présenté, comment c'est amené aussi justement par le
top management. Mais en gros, je pense qu'il y a aussi une notion d'exemplarité qui se joue ici, à savoir que si en tant que dirigeant ou peu importe après si je suis top manager ou autre, peu importe ma position, si moi j'amène, je suis OK avec ce sujet-là et je sais dans quoi je mets les pieds et en gros je veux impulser une dynamique d'ouverture en tout cas sur ces sujets pour que mes salariés, mes collaborateurs puissent s'exprimer là-dessus et qu'on repère les problèmes en amont avant qu'ils ne s'aggravent, eh bien en tout cas ce sera c'est cette notion, en tout cas, d'exemplarité-là, elle se fait aussi par la manière dont on communique en interne sur ces sujets-là. Et tu l'as très bien souligné, je pense qu'effectivement, je te rejoins là-dessus sur ce constat. Il n'y a pas assez de formation, ou en tout cas, peu importe le moyen, que ce soit formation, sensibilisation ou peu importe, mais il manque cruellement aujourd'hui de sujets, enfin de visibilité sur ces sujets. Et d'ailleurs, en parlant de visibilité, j'avais très bien aimé une phrase que tu m'avais dite en préparation de cet épisode. Et si tu permets, enfin, je vais la lire, comme ça après tu pourras éventuellement compléter ou rebondir dessus. Tu m'avais dit, notamment sur la notion de mettre en place des dispositifs d'alerte, qu'il ne faut pas avoir peur de la souffrance au travail, car si elle devient invisible, elle devient létale pour la personne elle-même, mais aussi pour l'organisation. Voilà, j'avais envie de la partager. Je te remercie, c'est vrai et ça revient moi j'aimerais la compléter par, voilà, par ce que tu m'as fait découvrir sur ce psychologue. Le burn-out, est toujours l'expression individuelle d'un dysfonctionnement collectif. Donc ça devient c'est pas qu'un sujet en fait au niveau de l'individu, c'est ça le souci, c'est qu'on essaye de mettre la poussière sous le tapis, de dire: «La personne était faible, oh elle devait avoir des soucis dans sa vie personnelle et professionnelle, donc égale pitié». On revient, là-dessus. Grosso modo, bon, bah, on s'en est séparés, c'est bon, ça va pas faire trop de bruit, on passe à autre chose. Non, parce que justement, il y a souvent d'autres dysfonctionnements qui sont pas au niveau de l'individu, qui sont justement au niveau de l'organisation et au bout d'un moment, bah, on perd des talents, on perd des talents, on perd de l'argent, et tout ça, bah, tout à fait, c'est très destructeur, voilà pour une pluralité, finalement, d'individus et pas uniquement, pour la personne qui souffre, du burn-out. Mmh. Ouais, merci en tout cas d'avoir complété cet aspect-là. Et moi, je trouve que du coup, par nos interventions et ton intervention surtout, tu viens de partager un ensemble de ressources qui sont très précieuses pour les gens qui nous écoutent et qui montrent que l'importance voilà, de parler de ces sujets ouvertement, en tout cas le plus ouvertement possible, même si ça peut se faire par étapes, parce que c'est pas toujours facile, effectivement, mais c'est indispensable si on veut justement se préserver en tant que manager, préserver sa santé mentale et puis préserver celle aussi de ses collaborateurs. Donc merci en tout cas à travers ton récit, ton expérience, en tout cas de nous avoir fait cheminer voilà, tout au long de ces quelques minutes passées ensemble sur ces sujets. Voilà, je trouve que, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton partage et voilà, je te souhaite une bonne continuation pour la suite, Chloé. Eh bah, c'est moi qui te remercie Claudia, ça fait partie, tu vois, de mon chemin de reconstruction, ce témoignage dans ton podcast, je tiens à le souligner. Donc, je te remercie de faire partir de ce chemin-là, et de voilà, ça m'aide à me rendre compte que tout ce que j'ai, réussi à traverser et à surmonter et surtout, avec, aujourd'hui, cette envie, d'aller, décrocher les étoiles et de trouver du sens, voilà, dans ce que je fais. Donc, c'est moi qui te remercie et j'espère que d'autres personnes auront la chance que j'ai d'intervenir, sur ton podcast et de partager avec toi et aussi avec les auditeurs, pour aider à parler d'un sujet qui semble, voilà, pas si, sexy, que ça et pourtant qui est primordial parce qu'on parle tout simplement de l'humain et que l'humain, bah, c'est quelque chose finalement de capital dans notre vie. Donc dédramatisons et justement, parler de notre bien-être, c'est parler de nous et c'est parler de notre humanité et on a besoin d'humanité dans notre monde. Eh bien, je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vais terminer sur. Je te propose en tout cas qu'on termine sur ces paroles fortes. Merci beaucoup, Chloé, et je te dis à très bientôt. À bientôt Claudia. Brise est un podcast accompagné par Zest, qui est soutenu par le Centre Ressources Réhabilitation Psychosociale.
Je tiens à remercier chaleureusement Enzo Moscatelli qui s'est occupé du mixage et de la musique, sans oublier Florian Todorov et Romain Tabonne pour leur contribution à la réalisation de ce podcast.